Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la 9e journée de mobilisation nationale contre la loi travail. Une manifestation marquée par des violences et des dégradations, notamment de l'hôpital parisien Necker Enfants Malades. Une fois de plus, ces débordements ont rythmé cette journée. Nous évoquerons bien sûr cet aspect ainsi que la grève elle-même et les suites avec de nombreux invités en notre compagnie. Les questions après l'acte terroriste de Magnanville, le procureur de la République de Paris a précisé le parcours du meurtrier du couple de policiers. Le terroriste avait déjà été condamné en 2013 pour radicalisation. Il avait aussi été mis sur écoute. Les interrogations sont nombreuses ce soir. Le débat est à suivre. Enfin, dans ce contexte, le climat politique se tend un peu plus entre le gouvernement et l'opposition. Les critiques fusent et le ton monte. L'émotion cède la place à la polémique. C'était le cas lors de la séance des questions au gouvernement cet après-midi au Parlement. L'édito politique sur ce sujet de Marcelo Vesfried tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci d'être avec nous. Le hashtag OVPL pour toutes vos questions et vos réactions. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. L'enquête avance après le double assassinat de policiers hier à Magnanville dans les Yvelines. 3 individus sont en garde à vue ce soir. 3 hommes de l'entourage de Larossi Abala, l'auteur de l'attaque. Le djihadiste avait fait allégeance à Daesh il y a seulement 3 semaines. On voit les détails avec Julie Hulin. Il n'aura fallu que quelques heures à l'État islamique pour revendiquer l'attaque. L'assassinat hier soir d'un couple de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à Magnanville. Lui, commandant de police tué de 9 coups de couteau et elle, secrétaire administrative séquestrée puis assassinée également par arme blanche. Seul épargné, leur enfant de 3 ans retrouvé en état de choc dans la maison. Le meurtrier, Larossi Abala, 25 ans, fiché S, condamné en 2013 à 3 ans de prison pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. En 2 jours, à Orlando, à Magnanville, de manière différente, une même idéologie de mort est passée à l'acte, avec les mêmes convictions. Tuer, semer la terreur, contester ce que nous sommes et nous empêcher de vivre librement. À l'intérieur du pavillon des victimes, la police a retrouvé une liste de cibles mentionnant des personnalités et des professions, rappeurs, journalistes ou encore policiers. 3 personnes dans l'entourage du tueur ont été placées en garde à vue. L'émotion est vive chez les policiers et partout dans le pays. Les drapeaux du ministère de l'Intérieur ont été mis en berne pour 3 jours. Bernard Cazeneuve, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est rendu ce matin à Magnanville et au Mureau pour exprimer sa solidarité aux forces de l'ordre. Ce soir, il a reçu les syndicats de police Place Beauvau, syndicats qui lui demandent davantage de moyens après ce drame. Notez que le port d'armes pour les policiers en dehors de leur service vient d'être prolongé au-delà de l'état d'urgence. L'autre information de la journée, ce sont ces nouveaux affrontements violents en marge des cortèges à Paris contre la loi travail. Des cortèges qui ont réuni plus d'1 million de manifestants selon les organisateurs et 125 000 selon les autorités. On voit ça avec Mounir Soussi. 130 personnes avaient été interdites de défiler. Cela n'a pas empêché les débordements. Affrontements avec les forces de l'ordre, vitrines de magasins saccagées. Bilan, une quarantaine de blessés dont 29 policiers. 42 personnes ont été interpellées dans la capitale. De nombreux manifestants ont fait le déplacement à Paris pour grossir les cortèges. Dans les grandes villes de France, les opposants à la loi travail ont aussi défilé. La pression de la rue aura eu un effet. Vendredi, Myriam El Khomri recevra Philippe Martinez pour un premier rendez-vous entre la ministre du Travail et le secrétaire général de la CGT depuis le début de la contestation. Et pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen de cette réforme du travail. L'article 1 a été débattu aujourd'hui. On retrouve notre journaliste Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Tam, le débat prend du retard. L'article 2, très controversé, n'a toujours pas été abordé. Et oui, effectivement, d'ailleurs, certains se sont agacés que l'on n'avance pas plus vite alors que le texte est copieux. Je cite ce qu'a pu dire le socialiste Martial Bourquin et le fameux article 2 qui cristallise les tensions, qui prévoit l'inversion de la hiérarchie des normes et qui, au détour des modifications du Sénat, fait aussi sauter le verrou des 35 heures, eh bien, ne devrait être débattu que demain. Alors pour l'instant, les sénateurs ont donc adopté l'article 1er au bout de 4 longues heures de débat. L'article 1er, c'est-à-dire l'article qui pose les fondations du texte, ou plus exactement
exactement, qui parle de la refondation du Code du travail. Son objectif, renforcer la compétitivité des entreprises tout en protégeant les droits des travailleurs et affirmer le rôle central de la négociation collective. Ajout du Sénat, eh bien, la refondation du Code du travail doit aussi viser la simplification et puis elle doit être proposée par une commission d'experts paritaires. Ça, c'est un ajout de la délégation aux droits des femmes. Le Sénat de droite a donc commencé à imprimer très discrètement sa marque au texte. Et puis, il faut dire que dans l'ensemble, eh bien, les débats et les amendements ont été plutôt monopolisés par les frondeurs et par les communistes qui ont réclamé en vain plus de protection pour les droits des travailleurs. Et pendant ce temps-là, eh bien, des manifestants contestant la loi travail ont fait le détour par le Sénat. Loin des images de violence de cet après-midi, ils ont réclamé calmement, pacifiquement le retrait du texte avant d'être maîtrisés, encerclés par un cordon de CRS. Merci beaucoup, Tam. On vous retrouve à 23h. À l'étranger, notez ce commentaire, celui de Barack Obama. Vous n'êtes pas seul. Ce soir, le président américain a exprimé lors d'une conférence de presse sa solidarité à la communauté homosexuelle. Solidarité après la tuerie de dimanche à Orlando, qui, je vous le rappelle, a fait 49 morts. Pire attaque survenue sur le sol américain depuis le 11 septembre. Barack Obama qui sera ce jeudi à Orlando. Je vous le disais, nouvelle forte mobilisation contre la loi travail aujourd'hui partout en France. Pendant ce temps, l'examen du texte se poursuit au Sénat. On en parle avec Sonia et ses invités. C'est la 9e journée de mobilisation nationale contre la loi travail, une manifestation marquée encore par des violences et des dégradations. Alors nous allons évoquer cet aspect bien sûr, ainsi que l'avenir de la mobilisation, alors que le projet du gouvernement est examiné en ce moment même au Sénat. On en parle avec nos invités ce soir. Éric Aubin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, secrétaire confédéral de la CGT. Nous accompagne ce soir Marie-Lise Léon. Bonsoir et bienvenue, secrétaire nationale de la CFDT. Avec nous Raquel Garrido, bonsoir. Cofondatrice du Parti de gauche, auteur également du guide citoyen de la 6e République aux éditions Fayard. Et Bertrand Vivier nous accompagne. Bonsoir. Directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des relations sociales et syndicales. Alors mesdames, messieurs, d'abord, Éric Aubin, c'est désormais malheureusement, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que nous en parlons ensemble sur ce plateau, une triste habitude, une journée de mobilisation émaillée de violence, d'incidents avec peut-être un symbole qui a beaucoup touché et entraîné une vague d'indignation, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. L'hôpital parisien, Necker enfants malades, vandalisé, 15 baies vitrées saccagées. La PHP va porter plainte. J'allais dire, vous saviez qu'il allait y avoir ces violences. Vous le craignez ? On risquait effectivement d'avoir des violences. Ce qui est surprenant, c'est que 2 heures après le départ de la manifestation, on savait qu'il y avait déjà plusieurs centaines de casseurs qui étaient devant le carré de tête et qui étaient très proches des forces de l'ordre. Je pense qu'il serait envisageable de les arrêter à ce moment-là avant qu'ils ne cassent et avant d'attendre la fin de la manifestation. Ça, c'est incompréhensible aujourd'hui. Pourquoi attend-on que la manifestation arrive au bout pour arrêter tous ces casseurs qui finalement sont voyants aux yeux de tout le monde? Enfin, on aurait très bien pu les neutraliser avant. Vous voulez dire que les affrontements toujours aussi violents sont plus précoces, donc très rapidement après quasiment le début de la manifestation. Mais vous-même, qu'est-ce que vous vous posez comme question pour la suite? Il va y avoir d'autres mobilisations. Vous savez à présent que quand vous allez appeler à manifester, il va y avoir ces violences. Oui, mais je crois que malheureusement, quelle responsabilité prenez-vous? On ne peut pas arrêter les mobilisations parce qu'il y a des violences. Il y a des violences en dehors des manifestations. Je pense que les forces de l'ordre doivent effectivement faire leur boulot. Ils le font d'ailleurs très bien, mais je pense qu'il y a des ordres qui manquent et qui sont de neutraliser tous ces casseurs au moment où ils se regroupent. Et ils ne se regroupent pas qu'à la fin de la manifestation. Ils se regroupent bien avant. Je vous dis, à quelques minutes après le départ, on commençait déjà à voir tout le monde remonter la manifestation et ils se sont regroupés à plusieurs centaines et on a été alertés de ça très rapidement dans la mobilisation. Et on ne comprend pas que les forces de l'ordre, effectivement, ne soient pas là pour arrêter ces manifestations. Mais je veux faire réagir alors plus largement à un climat. À un climat, on va faire attention de ne pas tout mélanger. Marie-Lise Léon, il y a eu quand même des affiches de la CGT, vous l'aviez reconnu, Éric Aubin, qui vous ont vous-même choqué contre la police. Et puis on a entendu au départ, juste après que la foule, une partie de la foule ait quitté les Invalides, et bien des slogans, tout le monde déteste la police, vous les avez peut-être aussi entendus. On ne sait pas qui les a scandés, criés, ils existent. Non, enfin, je ne les ai pas entendus, hein. J'ai vu dans les médias. Les journalistes les ont rapportés, donc on peut peut-être leur prêter crédit à cela. Mais vous les condamnez de toute façon. Bien sûr, non, mais je crois qu'on condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun problème pour condamner effectivement des propos qui ne sont pas de nature effectivement à valoriser ce qu'est la mobilisation aujourd'hui. C'est plutôt un discrédit de la mobilisation, ces propos, et donc on les condamne bien entendu.
Marie-Lise Léon, est-ce que c'est devenu consubstantiel aujourd'hui à la grève contre la loi travail, ces violences? Non, absolument pas. Je pense qu'il faut bien distinguer, vous l'aviez fait, vous l'avez dit, il faut absolument lutter contre l'ensemble des amalgames qui pourraient être faits. Il y a d'une part des manifestants, d'autre part des casseurs. Parmi les manifestants, il peut y avoir une pluralité d'organisations. A priori, tous ceux qui sont dans les cortèges veulent le retrait de la loi travail. Moi, je suis très attachée, mon organisation également, à ce qu'on puisse, on défend bien entendu le droit de manifester, le droit de grève. Il y a des engagements réciproques lorsqu'on est co-organisateur d'une manifestation entre les services d'ordre des organisateurs et les forces de l'ordre. Moi, je n'étais pas dans cette journée d'action, donc je serais ça serait malvenu de ma part de faire des commentaires sur ce qui a pu s'y faire. Néanmoins, je pense que ce qu'on peut tous constater, la violence on ne peut pas répondre à la violence par la violence, et on voit un durcissement, une montée de la radicalisation qu'on ne peut que déplorer. Donc, à part appeler l'ensemble des uns et des autres au dialogue, alors certains disent qu'il y a eu un temps pour le dialogue, d'autres disent que ça n'a pas été le cas. Voilà, nous, on a fait notre partie du travail, et c'est certainement pas à la CFDT de trouver une voie de sortie. On va parler de ce dialogue, mais c'est le moment encore, malheureusement, des échauffourées, des incidents. Je voudrais vous faire réagir à la fois Bertrand Vivier et Raquel Garrido, parce qu'on s'étonne quand même qu'on n'ait pas identifié, on les a sûrement identifiés, ces casseurs, mais comme vous le dites vous-même, interpellés, ou en tous les cas peut-être appréhendés. Ils sont à l'origine de graves violences. Et ce soir, eh bien, le ministre de l'Intérieur sur France 2 en a parlé. Écoutez comment il les a qualifiés. Nous avons vu, David Pujadas, des manifestants crier « Un policier, une balle ». Policier, la France vous hait. Après ce qui s'était passé hier, tout cela n'a que trop duré. Et moi, je n'accepterai plus que dans des manifestations comme celle qui s'est déroulée aujourd'hui, il y ait des sauvageons qui puissent tenir ce type de propos, avec 27 policiers blessés, les vitres de l'hôpital Necker brisées, alors qu'il y a l'enfant des policiers qui s'y trouve. Tout cela est inacceptable. Alors, inacceptable, l'expression sauvageon, elle rappelle évidemment celle qui avait été utilisée par son lointain prédécesseur, j'allais dire, Jean-Pierre Chevènement, qui avait parlé à Raquel Garrido de sauvageon, mais au-delà, c'est un message de fermeté, bien entendu. Comment vous qualifiez ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Moi, je ne comprends pas pourquoi Bernard Cazeneuve est encore ministre de l'Intérieur au moment où nous parlons. On ne demande que ça, la paix. Tout le monde demande la paix. Les manifestants, les gardiens de la paix, dont c'est la fonction, garder la paix, demandent la paix. Alors, il dit qu'il n'acceptera plus, que ça y est, une énième ligne jaune a été franchie, mais on n'attend que ça qu'il s'en occupe, et il ne s'en occupe pas. La réalité, c'est que il y a une manœuvre politicienne, et tout le monde la voit, c'est de mettre dans le même sac, encore une fois, les manifestants, c'est-à-dire le plus d'1 million de personnes qui aujourd'hui... On ne va pas rentrer dans la bataille des chiffres, non, mais ils étaient nombreux. Aujourd'hui, c'était une très grosse journée de mobilisation. On n'est pas dans le même sac. On vous pose la question vous-même. C'était un raz-de-marée. Et sauf qu'il y a quand même, vous pouvez bien, chacun voit bien l'intérêt de parler d'abord des casseurs plutôt que du raz-de-marée. Il y a un raz-de-marée qui est une réalité. Mais vous êtes aussi, qu'on n'a pas vu depuis 2010. Vous êtes aussi une responsable politique. Au-delà de parler du ministre de l'Intérieur, vous-même, qu'est-ce que vous retenez comme leçon et même qu'est-ce que vous retenez comme responsabilité pour les prochaines manifestations par rapport à ça ? Je vous le dis, je pense que la responsabilité incombe entièrement aux politiques qui fait faire... je dirais des choses aux forces de l'ordre qui pour moi, ne sont pas rationnelles. C'est malheureux, j'utilise bien le terme, c'est malheureux. Ces policiers qui sont aujourd'hui endeuillés, qui sont épuisés. On ne pousse pas les casseurs à casser quand même. Non, mais on leur fait faire des choses aujourd'hui. Par rapport à ce mouvement social en général qui dure maintenant depuis le mois de mars, à ce mouvement syndical, on lui fait faire des choses à tout ce corps de police qui ne sert à rien, et on ne leur fait pas faire le maintien de l'ordre basique contre des hooligans. On peut appeler ça des hooligans de la lutte sociale. C'est le même type en fait, de technique policière qui est d'individualiser, de neutraliser quelques personnes qui ont des comportements violents. Ils ne le font pas. Et à côté de ça, moi je peux vous dire,
en tant qu'avocate, par exemple, que j'assiste et je conseille des personnes qui sont des syndicalistes, des bons pères de famille, etc., et qui se retrouvent dans des gardes à vue exagérées, avec des peines qui sont absolument invraisemblables. On va voir le partage des responsabilités. Des policiers qui vous le disent les yeux dans les yeux. J'ai des pressions du parquet, j'ai des pressions du gouvernement, je suis fatiguée, je ne devrais pas faire ça. Sur le climat, Bernard Vivier. Oui, nous venons de vivre aujourd'hui la 9e manifestation en l'espace de moins de 4 mois. Donc c'est considérable. Ajoutons à ces manifestations des opérations blocage des raffineries, tentative de blocage des centrales nucléaires, blocage des journaux qui n'ont pas pu sortir un jour parce que l'ordre avait été donné de ne laisser paraître les journaux que s'ils appuyaient la revendication d'une organisation syndicale. Donc je suis assez cash là-dessus, mais nous vivons aujourd'hui un climat délétère, un climat très dur, qui trouve son origine assurément dans des impairs gouvernementaux, gouvernement qui n'a pas pris suffisamment en compte la CGT, Force ouvrière, des organisations très importantes qui ont été mises un peu sur la touche au moment où s'élaborait cette loi. Et donc aujourd'hui, ces organisations syndicales, légitimement, développent des manifestations. Mais dans un climat qui est un climat aujourd'hui de perte d'autorité de la puissance publique, cela s'est traduit en fait de deux façons. L'une aujourd'hui très visible, les casseurs, l'extrême gauche qui monte en puissance, Nuit debout avec ses violences également, et puis en embuscade, mais on en verra les résultats l'an prochain, l'extrême droite et le Front National qui ne dit rien et qui pour l'instant engrange les votes. Et maintenant, Marie-Zian, est-ce que vous parlez d'une forte mobilisation? On ne va pas la minimiser, mais je ne veux pas rentrer dans une bataille de chiffres parce que sinon on ne s'en sort pas. Est-ce que c'est une sorte de baroud d'honneur de la CGT avant un essoufflement du mouvement qui va quand même arriver? Il y aura d'autres journées. Quelle peut être cette sortie de crise, cette porte de sortie aujourd'hui? Alors, quelle est-elle la porte? Je ne sais pas si c'est une porte ou une fenêtre. On dit que vous aviez la clé. Où est-elle? On n'a pas la clé, non. Moi, je tiens à être extrêmement clair. D'une part, le gouvernement porte une grosse responsabilité sur la confusion actuelle en n'ayant pas fait l'explication et le sens de ce qui pouvait être dans le contenu de la loi. Il y a eu différentes versions. On a pris notre part. Aujourd'hui, le texte contient ce que nous, on estime comme étant des avancées, comme le compte personnel d'activité, le renvoi à la négociation d'entreprise avec des garde-fous. Pour nous, il n'y a pas d'objet à aller dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, la clé, c'est le gouvernement et les opposants qui sont les opposants? Parce qu'il est assis en face de vous, Éric Aubin, la CGT. Oui, de voir quelles peuvent être les portes de sortie, sachant qu'elles semblent relativement étroites, puisque l'un dit « je maintiens » et l'autre dit « je veux le retrait ». Donc à partir de là, nous on dit le texte actuel nous convient. Il y a des évolutions qui ont été intégrées au fur et à mesure des mois. Dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, aujourd'hui il est au Sénat, il va retourner à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui n'appartient pas à la CFDT, ni de soutenir un gouvernement, ni de se positionner comme opposant. Même si, pardonnez-moi juste, Laurent Berger a parlé d'un jeu de rôle, je crois, vous reprenez cette expression, c'est-à-dire que la CGT est également dans ce jeu de rôle. Écoutez, pour ce qui nous concerne, faut savoir que, tout le monde le dit d'ailleurs, le dossier a été très mal engagé puisqu'il n'y a pas eu de concertation, en tout cas pas avec la CGT. Donc le texte a effectivement été engagé avec la force du Premier ministre. Deuxième élément, le texte est minoritaire dans l'opinion publique. Minoritaire du point de vue des organisations syndicales, puisque y compris la CFE-CGC, à l'occasion de son congrès, a rappelé son opposition à la loi travail. Donc un texte minoritaire, un texte qui est passé avec le 49.3 à l'Assemblée nationale en première lecture, qui risque de passer avec le 49.3 en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc je crois que les ingrédients sont là pour que le gouvernement entende raison et retire son texte et rediscute autour du texte. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le mot minorité d'abord, Bernard Vivier? Non, nous avons aujourd'hui un paysage syndical en deux blocs de force à peu près égales. On le voit bien. a CGT, nous avons aujourd'hui CGT, Union syndicale solidaire Sud, FSU, Force ouvrière, mais Force ouvrière cherche aujourd'hui une porte de sortie par la négociation. Et ça est côté étudiant, l'UNEF. Et un autre bloc d'équivalent d'importance, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, l'UNSA, même si ponctuellement, la semaine dernière, la CFE-CGC, j'étais à leur congrès, j'ai bien observé leur phénomène, aujourd'hui marque le pas sur un point, et qui est un point également de préoccupation d'autres organisations que la CFE-CGC, c'est la hiérarchie des normes, c'est essentiellement la place de l'accord de branche, vertébrale du texte. La place de l'accord de branche comme protectrice
matrice, comme protecteur, cet accord de branche, de salariés, 5 millions en France, qui n'ont pas droit, accès à des négociations d'entreprise. Mais ne faisons pas dire au texte ce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, ce texte a sa cohérence. Le seul défaut, c'est qu'il a été préparé un peu entre soi, le gouvernement, le MEDEF et la CFDT. Et donc, c'est ce qui lui manque, ça a été cette ouverture dans la préparation. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement paye le fait d'avoir mis FO et la CGT dans un coin de la pièce. Ce que vous dites sur l'impréparation, tout le monde le reconnaît, et ce n'est pas faux. Et votre portrait des rapports de force syndicaux, des organisations sociales, ce sont vous les experts, vous êtes les experts, donc je ne contesterai pas sur ce plan. Mais ce que vous oubliez, c'est que au-delà des organisations syndicales, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, il y a un pays, voilà. Et ce pays, il est composé à 9 millions de pauvres, à 6 millions de chômeurs. Et quand vous avez une société avec 6 millions de chômeurs, eh bien, le rapport de force pour négocier votre contrat de travail, il est inexistant. Non. C'est comme le contrat d'adhésion à la banque. Ce que vous dites le rapport de force. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas coupé. Je ne conteste pas la légitimité syndicale. Ça, c'est plutôt le gouvernement qui l'a nie, et vous le reconnaissez, puisqu'ils ont voulu faire une loi dans leur esprit un peu fou, soi-disant pro-CFDT et soi-disant anti-CGT. Mais je ne rentre pas dans ce débat. Ce que je veux vous montrer, c'est que la société elle-même vit comme un déni démocratique, le fait d'utiliser le 49.3. La société elle-même a réactivé la mobilisation quand le 49.3 a été utilisé. Si, c'est une réalité. Ça, tout le monde a pu le constater. Il est vrai, si je peux me permettre, Marie-Lise, on va laisser répondre Bernard Vivier. Il est vrai que la mobilisation reste importante. Quand j'ai parlé d'un essoufflement, c'est futur, peut-être, parce que vous allez devoir mobiliser. Qui n'arrête pas d'être annoncé et qui finalement, là, aujourd'hui, tout le monde a vu qu'il n'était pas venu. On reconnaît que la mobilisation est là. On reconnaît que dans les sondages, il y a un vrai trouble pour les Français. On n'arrête pas de dire on ne leur a pas suffisamment expliqué, mais enfin, au bout d'un moment, je crois qu'on a compris que tout le monde a compris ce qu'il y a dans le texte. Donc comment vous l'expliquez ? Moi, je l'explique. D'une part, je tenais quand même à expliquer comment ça s'était passé. Et c'est absolument pas le gouvernement, le MEDEF et la CFDT qui se sont entendus sur un coin de table pour rédiger le texte. Nous, on l'a découvert, le texte, lorsqu'il a été publié par les Échos. On a eu de la concertation, il y a eu des échanges verbaux où il y avait l'architecture du texte qui était présentée. Le texte version 1, on l'a découvert comme tout le monde. Il n'y a absolument pas eu. Et pour entendre aujourd'hui le MEDEF... Il n'y a pas eu de droit de regard. Faire du chantage incessant en mélangeant de l'assurance chômage à la loi travail, on peut quand même estimer qu'ils n'étaient pas au démarrage dans la préparation. Moi, j'estime pas que la mobilisation actuelle soit un raz-de-marée. Après, on a des appréciations différentes. Moi, ce que je vois, c'est quand il y a eu des blocages et qu'il y a eu des assemblées générales dans des entreprises, quand les salariés ont voulu s'exprimer, ils l'ont fait majoritairement pour le non-blocage et pour que les installations redémarrent. Donc, après, et ce que l'on constate aussi quand on rencontre les citoyens, on fait régulièrement des débats, il y a des idées reçues sur le texte parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie, sur des choses qui ne sont plus dans le texte actuellement. Donc, l'étape de démarrage ayant été ratée, c'est extrêmement compliqué et c'est pas forcément notre rôle de faire la pédagogie. Mais le principe l'abandon du principe de faveur, pardonne-moi, mais le fait qu'on puisse déroger à la loi dans une convention collective qui est quand même là où le bas blesse, même les sénateurs de droite le maintiennent dans le texte. C'est bien que justement, il y a un problème. Ce principe de faveur sur l'article 2 n'existe plus depuis 2008 et 2004. Je vais vous laisser réagir. De temps de travail. Je crois que les salariés ont bien compris l'effet qu'aurait ce texte s'il devait passer effectivement, et donc le combattre. Je crois que le gouvernement aujourd'hui n'a pas le choix que d'entendre les manifestations, parce qu'effectivement, sans parler de chiffres, il y a eu une grosse manifestation aujourd'hui, elle a été annoncée d'ailleurs, et je pense que ça traduit quelque chose dans le pays. Au même titre qu'on a ce que j'avais annoncé la dernière fois que je suis venu sur ce même plateau, une négociation assurance chômage qui va capoter demain, puisque le MEDEF a annoncé qu'il ne négocierait pas. Et l'État va reprendre la main. Et l'État va reprendre la main, donc c'est un nouveau feu encore qui arrive sur la table. Et on voit bien qu'on a un problème de dialogue social dans ce pays. J'ai une question, mais à la fois de dialogue avec le MEDEF et le gouvernement sur cette loi et sur l'assurance chômage. Éric Aubin et l'opposition, parce qu'ici au Sénat, en ce moment même, c'est un texte remanié, chamboulé, qui va probablement sortir. Alors la droite sénatoriale veut imprimer sa marque. En imaginant cette version, est-ce que vous ne vous dites pas, vous, que finalement le texte du gouvernement est préférable? Non, mais un texte, il est mauvais, il reste mauvais si on l'apprécie comme effectivement un texte mauvais. Je crois que ce soit la droite ou que ce soit la gauche qui propose un texte, nous, c'est pas la couleur politique qui fait notre opinion. On l'a dit, si le texte, il devait sortir du Sénat mauvais, on condamnera le texte qui sortira du Sénat parce qu'il n'est pas bon pour les salariés. Au même titre que s'il sort de l'Assemblée nationale, qui est effectivement
socialiste est mauvais. Donc l'épouvantail agité par le gouvernement, l'épouvantail agité par le gouvernement, il a aucune raison de soulever l'épouvantail. Puisque tout le monde sait que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc tout ça, c'est du blabla. C'est un épouvantail, comme vous le dites vous-même. Oui, c'est un épouvantail. Aujourd'hui, la loi El Khomri n'est plus le sujet véritable. Oui, ce texte va être adopté d'une façon ou d'une autre. Il va être adopté. Et les contreparties ont déjà été données. Le Canadair gouvernemental est arrivé pour arroser des catégories de personnel en grève qui n'étaient pas en lien direct, qui n'étaient pas concernés par la loi El Khomri. Exemple, les cheminots. Bon. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a un perdant-perdant. Perdant le gouvernement, qui est discrédité et qui s'enfonce électoralement. Perdant également la CGT, parce que la CGT, certes, existe aujourd'hui, mais montre une image d'une organisation qui n'évolue pas. Et perdant également notre pays, disons-le, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers, nous avons besoin de ces investissements étrangers, aujourd'hui, hésitent, et c'est un euphémisme, hésitent à s'implanter en France. Donc, nous avons un gros problème. C'est pas la loi El Khomri, c'est le chômage, c'est l'attractivité de la France. En attendant, on nous a fait le coup du chômage de l'euro, on nous a fait tous les types de chantage possibles sur cette loi. Aujourd'hui, le gouvernement doit retirer cette loi, ou alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il mobilise les forces de police pour l'euro, et ça, on ne peut pas discuter. Il mobilise les forces de police pour la répression syndicale, ça, on ne peut pas discuter. Il mobilise les forces de police pour la lutte contre le terrorisme, ça c'est une évidence. Donc à un moment donné où il ne peut pas forcer sur tous les fronts parce que ça pète. Ça pète, personne ne peut reconnaître la légitimité aux deux syndicats principaux, j'allais dire Éric Aubin et d'abord Marie-Lise Léon. Quelle trace selon vous, c'est un conflit social quand même qui s'étire, qui s'allonge, peut-il laisser, va-t-il laisser à la fois sur vos organisations puis sur le climat social et le pays, plus important? Je dirais que pour la CFDT, ce que ça va laisser comme trace, c'est la question de la différenciation et l'émergence de deux syndicalismes. Des formes de pratiques syndicales différentes qui, pour ce qui nous concerne et des remontées qu'on peut avoir des entreprises, y compris d'élections professionnelles qui se sont déroulées pendant le débat actuel, montrent que les salariés font largement confiance à la CFDT. Même question et conclusion, Éric Aubin. Je crois qu'il y a un mauvais calcul de fait que de penser que la mobilisation va s'effriter. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, la mobilisation montre qu'il y a une détermination extrêmement forte parmi les salariés. Et il y a deux rendez-vous, le 23 et le 28 juin prochain, de nouvelles mobilisations. Et je crois qu'il ne faut pas compter sur l'été pour calmer tout le monde si le texte n'est pas retiré. Avec malheureusement de nouvelles violences. Je pense que le gouvernement doit entendre et doit effectivement se mettre autour de la table. Le dernier communiqué de la CGT parle de 5 articles à rediscuter. Je pense qu'il serait effectivement de bon ton de discuter de ces 5 articles et de créer les conditions pour qu'on puisse se sortir de cette situation. Merci pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous. La suite de votre émission. Dans quelques instants, nous allons parler bien sûr des questions nombreuses, des interrogations après l'acte de terroriste de Magnanville. Et déjà, l'émotion a laissé la place à la polémique. Pas d'union nationale. C'est l'édito politique ce soir. L'opposition, la droite demande des comptes après l'attentat à Magnanville. L'émotion, je vous l'ai dit, a vite cédé la place aux critiques. Le temps des interrogations n'a pas tardé à venir. Bonsoir Marcelo Visserit, c'est très rapide. Très rapide. Écoutez, j'étais cet après-midi à l'Assemblée nationale. La séance était très solennelle au début. Il y a eu 1 minute de silence. Manuel Valls ensuite a rendu hommage aux policiers morts. Il a été applaudi par tout l'hémicycle. Bernard Cazeneuve a raconté sa visite le matin même au commissariat des Mureaux. Et puis, peu à peu, la politique a repris ses droits et la phase de deuil, du coup, aura été minuscule. Et alors, le premier à avoir dégainé, c'est le député sarkozyste Éric Ciotti, qui a interpellé le gouvernement en disant comment est-il possible que le terroriste était dans la nature et en demandant que les gens fichés soient tous d'office placés dans des centres de rétention. Certains ont même parlé d'une sorte de Guantanamo à la française. Et les candidats à la primaire, ils ont critiqué également, ou proposé peut-être aussi? Alors effectivement, eux aussi, sans attendre, une fois que l'émotion était passée, ils se sont empressés de critiquer le gouvernement. Alors Nicolas Sarkozy a demandé plus de vigilance. Fillon a dit qu'il ne comprenait pas comment le meurtrier n'ait pas été mis hors d'état de nuire. Juppé, lui, est resté plus modéré, mais il a quand même demandé au gouvernement des comptes et il a quand même demandé un bilan des mesures antiterroristes depuis les attentats de novembre. Et tout cet empressement, disons-le, ce concours de muscles, il s'explique évidemment
par la proximité des élections, par la proximité de la primaire. D'ailleurs, faisons le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump n'a pas attendu une seconde pour envoyer un tweet critiquant en creux les démocrates. On voit bien que ça hystérise tout le monde. Il l'a fait alors que les cadavres étaient encore dans la discothèque d'Orlando. Et dans ce contexte, Marcelo, que doit faire le gouvernement, l'exécutif? Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui, Valls, Cazeneuve et même François Hollande ont passé la journée, ils sont montés au créneau, ont rappelé ce qui avait été fait, les lois antiterroristes, les effectifs supplémentaires. Mais à la vérité, l'exécutif se retrouve dans un étau qui se resserre à chaque fois qu'il y a un nouvel attentat. D'un côté, il y a les failles sécuritaires, et il y en a incontestablement, puisque là, le meurtrier de Magnanville, manifestement, était sur écoute et il était fiché. Et de l'autre côté, il y a le fait que on n'empêchera pas les attentats, car le terrorisme à la sauce Daesh, et c'est toute sa force, ce sont le plus souvent des gens qui s'auto-radicalisent sur Internet, ce sont des actes individuels qui sont très difficiles à repérer, et cette vulnérabilité qui touche toutes nos sociétés, personne ne veut la regarder en face. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Merci Marcelo Wisfried. À suivre notre débat sur ce sujet, mais d'abord, le journal avec Paul Bouffard. Minute de silence et hommage dans l'hémicycle du Sénat tout à l'heure. Hommage rendu par les sénateurs en mémoire aux 2 policiers assassinés hier dans les Yvelines. Gérard Larcher a souligné que lorsque l'on touche à un membre des forces de l'ordre, c'est la République qui est atteinte. Et toujours au Sénat, l'examen du projet de loi El Khomri se poursuit. On l'a vu, les sénateurs vont bientôt entamer les débats sur une partie du texte très critiqué. L'article 2, article qui au fil des négociations est devenu un point de blocage avec les syndicats. Il prévoit une inversion de la hiérarchie des normes dans les entreprises. Les explications avec Sandra Cerquera. Dans l'article 2, la loi El Khomri prévoit que l'accord d'entreprise peut l'emporter sur l'accord de branche et donc être moins favorable aux salariés. C'est le point de crispation du texte. Rien de nouveau, des dérogations existent depuis 2004, dès lors que la convention collective de branche ne l'interdit pas. Pour cette spécialiste en droit du travail, c'est une mesure nécessaire pour s'adapter à la réalité. Le projet de loi n'a que pour objet en réalité d'élargir le périmètre en permettant à la négociation d'entreprise de prendre tout son rôle et donc de pouvoir s'adapter aux particularités de l'entreprise. On reste sur le principe d'une négociation, donc en fin de compte une rencontre entre un employeur et ses partenaires sociaux pour essayer d'aboutir à définir un socle commun de mesures permettant d'organiser le temps de travail dans l'entreprise. Pour changer le temps de travail, l'employeur devra passer par un accord collectif avec 50% des voix. Les syndicats, dont la CGT, dénoncent le déséquilibre des négociations dans l'entreprise, où la direction sera en position de force. Et les accords, ils se font comment? Ils se font sous le chantage. Soit vous acceptez de travailler plus, d'être moins rémunéré sur les heures supplémentaires, de bouger les organisations du travail, soit c'est au mieux les suppressions d'emplois et au pire les délocalisations. Et qu'est-ce que vous pensez que les salariés, avec le pistolet sur la tempe, va voter? Donc là-dessus, ce n'est pas acceptable. La CGT ne parle plus de retrait du texte, mais de modification de l'article 2. Revenir sur l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est tout l'enjeu de la rencontre entre Philippe Martinez et Myriam El Khomri ce vendredi. On revient maintenant sur l'assassinat du couple de policiers hier dans les Yvelines. La menace terroriste est là. François Hollande vient d'indiquer que la vigilance est portée à son niveau maximal. C'est notre second débat ce soir. Oui, avec beaucoup de questions après l'acte terroriste de Magnanville, le procureur de la République de Paris a précisé le parcours du meurtrier du couple de policiers. Le terroriste avait déjà été condamné en 2013 pour radicalisation. Il avait aussi été mis sur écoute. Alors les interrogations sont nombreuses et on va en débattre avec nos invités ce soir. Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateur socialiste, auteur d'un rapport remarqué et sans concession sur la lutte contre les filières djihadistes. Nous accompagne Pierre Martinet, bonsoir. Bonsoir. Ancien agent au service action de la DGSE, directeur associé auprès de la société de prévention et de gestion des risques COPGuard. Jean-Luc Taltavul, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, secrétaire général adjoint des commissaires de police. Et nous accompagne également Belig Nabli, bonsoir. Bonsoir. Universitaire, enseignant-chercheur, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule La République identitaire aux éditions du CERF. Alors messieurs, d'abord Jean-Luc Taltavul, peut-être une première réaction et puis une question. Une réaction à la décision du ministère de l'Intérieur ce soir de répondre à l'une de vos revendications, anciennes revendications d'ailleurs, celle du port d'armes hors service qui a été prolongée au-delà de l'état d'urgence. C'était important comme demande, il était presque
naturel et attendu que ce soit réalisé? Je vais vous répondre bien sûr, mais juste un mot si vous permettez pour nos collègues qui ont été assassinés il y a 24 heures et dont on aimerait qu'on observe un peu plus de retenue et de temps de recueillement avant de se lancer dans les procès a posteriori sur ce qui aurait dû être fait, mieux fait et autres, souvent parfois par des commentateurs qui sont peu au fait des réalités. C'était un propos liminaire. Mais on va en parler. Sur l'armement hors service, ça correspond effectivement à une demande que nous avons formulée dès l'après Charlie Hebdo. Quand on analyse l'état de la menace aujourd'hui, on voit bien qu'elle peut surgir, elle peut se réaliser, la menace terroriste, à tout moment, selon des modalités qui ne sont pas alternatives, mais cumulatives. Vous allez avoir l'acte isolé d'un fou qui va essayer de rentrer dans un commissariat avec sa voiture. Dans le même temps, vous allez avoir une démarche beaucoup plus construite de commandos de tueurs qui vont tirer sur la rédaction de Charlie Hebdo. Et donc on a très bien vu, déjà dès l'année 2014, et avec la concrétisation malheureuse de janvier 2015, qu'on était face à une menace prégnante et qui risquait de durer, d'après tous les services. On a obtenu satisfaction déjà en novembre de l'année dernière de cette revendication. Il a malheureusement quand même fallu attendre 10 mois, parce que tout le monde espérait, on peut le comprendre, qu'on allait passer à autre chose. Après Charlie Hebdo, le temps passant, on s'est dit, bon allez, et les armes, est-ce que vraiment il faut des armes si puissantes? On voulait une arme puissante, un cadre juridique rénové. Ça peinait un peu à se concrétiser, parce que en gros, tout le monde espérait que, bon, allez, passons à autre chose. Et en fait, maintenant, c'est pas nous qui décidons de passer à autre chose. C'est le terrorisme qui s'impose à nous. Je pense que là maintenant tout le monde l'a compris. L'armement des policiers hors service et des gendarmes était lié à l'état d'urgence. Se pose la question de la fin de l'état d'urgence, dont on souhaite qu'il arrive un jour. Quel est-il à devenir? Bien, le ministre a rassuré tout le monde aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé hier, et de l'état de la menace générale, parce qu'il y a Orlando, il y a autre, il n'y a pas qu'en France. On a pris maintenant la décision de rendre possible cet armement hors service. Il va falloir l'organiser. Pour venir ici, j'ai mis 20 minutes quasiment avant de pouvoir donner mon arme, etc. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Il va falloir qu'on s'organise pour aussi vérifier que c'est bien des policiers qui rentrent avec des armes sur les fan zones. Donc on comprend qu'il y a une période intermédiaire, mais il va falloir la raccourcir au maximum, qu'on ne reparte pas encore sur 10 mois de tergiversation. Il va falloir prévoir que 48 heures avant, on s'enregistre. Laissez nos invités réagir. Je vais rester encore un moment sur l'émotion. Vous avez commencé par l'hommage aussi. On pense aux petits garçons du couple. Il y a évidemment une très grande solidarité d'abord nationale. Les Français sont touchés, mais également et surtout au sein de la police vis-à-vis de ce qu'il a subi. Et vu c'est une grande solidarité en ce moment. Oui, c'est dans ces moments-là qu'on vérifie que malgré tous les discours un peu catastrophistes et l'individualisme des temps présents et autres, on vérifie qu'on est quand même, quel que soit le grade, dans les situations de crise comme c'est le cas actuellement, une seule et grande famille qui se serre les coudes. D'ailleurs, pas que la police, la gendarmerie, les militaires qui sont maintenant un acteur prégnant du jeu sécuritaire sur le territoire national. Donc ça fait du bien. Alors, place aussi aux questions et au débat. Et peut-être déjà une première réaction, Jean-Pierre Sueur. Vous venez d'entendre l'argumentaire de Jean-Luc Taltaville sur le... Alors, vous avez parlé aussi des commentateurs, j'ai bien noté, mais aussi, j'imagine, des responsables politiques. Il est vrai que cette fois-ci, mais déjà on l'avait senti et puis constaté lors du dernier attentat, la polémique vient très vite, les questions, les interrogations est très vive. Oui, mais moi je partage vraiment ce que vous avez dit. Je pense d'abord à cet homme, cette femme, cet enfant, ces enfants. Et voyez-vous, quand on regarde la télévision, les télévisions, on a ces images, et puis on a la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, et puis on voit ces casseurs qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et on apprend qu'il y a des dizaines et des dizaines de blessés chez les policiers aujourd'hui. Est-ce que dans ce pays, on ne peut pas comprendre qu'il faut respecter la police qui est au service des concitoyens? C'est intolérable. Ce qui arrive aujourd'hui, où il y a des groupes qui font de l'anti-flic violent et systématique, c'est inacceptable. Je veux le dire avec force pour tous les policiers qui nous écoutent, pour les gendarmes, pour les militaires. Il y a des choses totalement inacceptables et la justice doit être très sévère par rapport à ça. Et on attendra justement la justice. Mais on l'attend. Nous verrons tout cela à l'épreuve des faits. Pierre Martinet, à chaque acte terroriste, c'est malheureusement les mêmes questions, interrogations et même incompréhensions qui reviennent, mais elles reviennent avec plus de force aujourd'hui. Il y a le temps du deuil, bien sûr.
tout le monde le respecte, de l'émotion, de la peine, mais on a aussi besoin de comprendre, parce qu'il y a un trouble face à ce cas. Est-ce que c'est le cas, justement ? Un trouble dans quel sens, ce trouble ? Eh bien, par rapport à son parcours, par rapport à la condamnation, par rapport au fait qu'il était sur écoute. Alors, ça, c'est tout l'aspect technique de cet événement tragique, évidemment. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'il y a un drame comme celui-ci, on a l'impression, là je dis bien, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et effectivement, puisqu'il y a encore eu 2 morts hier, juste pour rappeler, l'épouse de ce policier a été égorgée. Donc c'est toute la symbolique aussi de la mise à mort d'une personne. On se repose toujours les mêmes questions. On nous dit aujourd'hui que la menace, que le niveau d'alerte va être augmenté. Mais je pensais qu'on avait déjà atteint un niveau d'alerte très élevé avec l'état d'urgence, avec des milliers de militaires, 10 000 militaires dans les rues des villes françaises, dans nos campagnes également. Qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Est-ce que, à partir de demain, on va rajouter encore 10 000 militaires dans les rues pour prévenir d'autres attentats ? C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'en face de nous, nous avons des ennemis. Premièrement, il faudrait peut-être, une fois pour toutes, les nommer, admettre que nous sommes face à un ennemi qui ne s'appelle pas le terrorisme abject, c'est le terrorisme islamiste que nous avons en face de nous. Alors le terrorisme abject, ça veut pas dire grand-chose. Et donc, dès l'instant où on aura nommé notre ennemi, on va commencer à le combattre de plusieurs façons. De façon militaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur de nos frontières, sauf que l'ennemi est aussi à l'intérieur de nos frontières. On n'a pas la même façon de le combattre à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque là, nous sommes dans un état de droit, donc il y a toute la machine policière et judiciaire qui va se mettre en route. On les laisse en liberté. Effectivement, il était sous surveillance. Effectivement, il avait un téléphone qui était mis sur écoute, mais il en avait plusieurs de téléphones. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est effectivement si ces téléphones étaient écoutés. Mais au-delà de ça, moi, à chaque fois, je donne cette expression qui est pas négative, mais on a les services de police, des services intérieurs, de sécurité intérieure et extérieure qu'on mérite. On a besoin d'un cadre politique plus clair que celui qu'on a actuellement. On nous parle de guerre, mais on n'est pas en guerre, puisqu'on ne vit pas comme dans un pays en guerre. Je suis désolé, mais il n'y a aucun aéroport, aucune gare aujourd'hui en France qui est sécurisée. Vous allez me dire comment adapter cela, parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on a ce débat, notamment avec vous sur ce plateau. Mais vous avez dit quelque chose d'important, vous avez parlé des moyens à adapter. On a entendu des mots, alors des mots qui ont été rejetés, bélignabli par le Premier ministre, c'est le mot Guantanamo, qui fait référence évidemment à cette... terrible, j'allais dire, prison américaine. On parle aussi des peines qu'il faut alourdir. Est-ce qu'on est aussi, plus généralement, là je pose la question à l'universitaire que vous êtes, à des choix de société, aussi pour faire face à une menace qu'on ne maîtrise plus, qui est poliforme, qui change justement, et qu'on a du mal à appréhender, et qu'il faut maintenant, c'est l'heure de vérité peut-être, choisir ? Le terrorisme, c'est aussi un défi pour toute démocratie, pour un état de droit. C'est-à-dire qu'il faut combattre le phénomène, les actes criminels, mais tout en respectant nos règles fondamentales. Et d'ailleurs, le Conseil d'État avait été saisi par le gouvernement lorsque la question avait été posée. Et notre haute juridiction administrative, qui est aussi le conseiller du gouvernement, a souligné toutes les limites, tous les obstacles qui se poseraient du point de vue constitutionnel pour une loi qui prévoirait l'ouverture de centres de rétention pour des djihadistes radicalisés. Donc l'hypothèse, elle est intéressante pour certains politiques relativement opportunistes, on va dire, mais on reste un état de droit. Et il faut le démontrer. Et c'est là où on est fort, ou au contraire, on recule face à la menace terroriste, c'est-à-dire fort par rapport à nos principes. Si on considère que le terrorisme djihadiste a pour essence le fait d'attaquer nos valeurs, précisément, il faut faire face sur la base de nos valeurs, et ne pas tenter de les remettre en cause ou les affaiblir au nom de la lutte contre le terrorisme djihadiste. Et deuxième remarque, je voudrais abonder dans le sens de ce que vous aviez dit lorsque vous aviez souligné le fait qu'il fallait être un peu plus cohérent et nommer cette forme de terrorisme islamiste. Mais alors, allons jusqu'au bout du raisonnement. Et là, on se dit que finalement, combattre le terrorisme islamiste amènerait forcément à remettre en cause certains axes forts de notre diplomatie, de notre politique étrangère, quelle que soit sa couleur politique. Car encore une fois,
il y a une part de responsabilité de certaines puissances étatiques, l'Arabie Saoudite pour ne pas la citer, qui depuis des décennies a nourri, a financé finalement la diffusion multiforme finalement de cette idéologie. Alors il y a deux axes, je voudrais qu'on insiste là-dessus dans votre argumentaire. Il y a cette politique étrangère et ce double jeu avec certains pays qui eux-mêmes ont un jeu double, et vous allez réagir, Jean-Pierre Sueur. Mais Jean-Luc Teltaville, sur le défi qui est posé à notre démocratie, sans aller jusqu'à ses limites, à pousser ses limites, il y a aussi peut-être une interrogation sur les peines quand même qui sont prononcées. Je crois qu'il a été condamné à 3 ans, le maximum c'est 10 ans, il y a quand même une marge de manœuvre. Si ça avait été 10 ans, je ne sais pas, il ne faut pas dire qu'on aurait évité cela, mais quand même il aurait eu une peine peut-être adéquate à sa situation. Je ne suis pas magistrat, je ne connais pas le détail du dossier, donc évidemment je ne me prononcerai pas sur le quantum de la peine. Non, ce que nous questionnons, c'est effectivement comment est-ce qu'on met en place un système dans le respect de l'état de droit, quitte à le faire évoluer sur certains points. Il ne faut pas non plus être... Le respect du droit, ce n'est pas le juridisme tatillon. Et dans bien des cas, on a parfois l'impression, notamment la procédure pénale aujourd'hui telle qu'elle s'est développée à coup de réformes mal anticipées, mal accompagnées, bouchez-vous les oreilles, monsieur le sénateur, on est arrivé à un système quasiment inapplicable en pratique. C'est-à-dire on est sur un système pénal qui nécessite une quantité d'énergie 2 fois supérieure à celle qu'il fallait avant pour produire quasiment rien, en tout cas pas de solution aux problèmes des gens, que ce soit d'ailleurs dans certains quartiers ou face au terrorisme. Donc là, on doit remettre un petit peu, selon nous, l'église au centre du village. On doit analyser où est-ce qu'il y a des points de blocage, où est-ce qu'on peut aménager, rendre le droit plus efficace sans le violer, sans rentrer dans du système de droit d'exception. Forcément, nous, on n'y croit pas trop. On pense que la solution à la lutte contre le terrorisme, elle est judiciaire, mais ça suppose que tous les acteurs, judiciaires, politiques, administratifs, toutes les autorités, fassent un peu une révolution culturelle pour accepter ce qui est. On a encore des cas où un individu connu pour islamisme va être interpellé par une patrouille avec une arme à feu alors qu'il a déjà été condamné dans le passé, et il va être convoqué, il va faire l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire, ça s'appelle, dans certains endroits ça peut être dans 1 an, pour répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel. Vous vous doutez bien que c'est pas sérieux. Là, nous, on demande une tolérance zéro, toute détention d'armes, tout fait finalement pénal commis par un individu qui a déjà attiré l'attention devrait donner lieu à un système où vraiment on a des peines, à défaut d'être dissuasives, parce que ça ne les empêcherait pas peut-être de commettre ces infractions, mais ça retarderait le moment où ils ont une capacité d'interagir avec des citoyens innocents. Qu'est-ce que le législateur... Oui, je vais vous laisser... Juste un mot, si je puis m'exprimer sur ce point. On voit bien qu'il y a des mesures de bon sens. Et autrement dit, il n'y a pas forcément à emprunter la voie d'une multiplication des mesures. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai à l'esprit encore la réaction post-13 novembre, la déchéance de la nationalité, donc une mesure constitutionnelle extrêmement lourde sur le plan juridique, c'est-à-dire une procédure à suivre. Sur le plan symbolique. Tout le monde avait dit qu'elle était symbolique, c'est tout. Hein. Oui, mais personne n'a cru à son... In fine, on ne l'a pas adopté. Donc, et est-ce que c'était la mesure efficace pour répondre pas de politique politicienne. Non, je vais vous laisser justement... Pierre Martinet, pardon. Là, quand même, ce terroriste, il avait été mis en examen par l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, qui l'avait déjà décrit comme imprévisible, manipulateur, donc toujours la technique de la dissimulation. Hein. Voilà le parcours, mis sur écoute. Et le procureur de la République de Paris a dit aujourd'hui que même mis sur écoute, même avec ses interceptions, on n'a pas pu déceler qu'il allait passer à l'acte. C'est l'art de la dissimulation. Oui, mais là, il est poussé à un niveau auquel on doit s'adapter. Oui. Je voudrais quand même réagir. Allez-y. Premièrement, il y a une justice qui prend des peines, qui décide de peines sévères, lourdes. Regardez ce qui a été décidé par rapport aux gens qui ont fait preuve de violence à Marseille lors du match de football, etc. La justice, elle, agit. Il ne faut pas avoir une sorte de simplisme, et vous ne l'avez pas d'ailleurs, à l'égard de la justice. Tout à fait. Deuxièmement, moi je crois, voyez-vous, je pense toujours à Albert Camus. Albert Camus, il a écrit La Peste. Il a dit la peste, vous savez, à la fin, elle va revenir dans une cité heureuse. Et personne ne va dire aujourd'hui, hélas, il n'y aura plus d'actes terroristes. Mais il dit, Albert Camus, il faut être des médecins, c'est-à-dire qu'il faut inlassablement se battre. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis dans notre rapport, c'est énorme. Beaucoup de choses ont été faites. En matière de renseignement, on a beaucoup augmenté les moyens. En matière de police, en matière d'armement, là, ce qu'a décidé Bernard Cazeneuve est une bonne mesure. Il faut discuter de son application pour que les policiers puissent repartir chez eux avec leurs armes, etc. Mais voyez-vous, c'est très difficile, et vous le savez,
Parce que cette personne, ce criminel, il était écouté. Et moi, je vous mets au défi, là, on est autour de la table. Vous allez faire des écoutes de 10 000 personnes fichées S. Vous allez écouter. Et il n'y a pas de délit. On ne peut mettre quelqu'un en prison que s'il y a une faute, un délit, un crime. Préventive. Et sur ce point, mais il a étalé. Il y a eu des écoutes. Et le procureur de la République dit il n'y avait pas d'éléments qui justifient. Mais c'est très difficile, vous savez, le boulot des services de renseignement. Alors certaines personnes disent il n'y a qu'à. Par exemple, il y avait qu'à le surveiller. Mais ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes et que pour surveiller une personne 24 heures sur 24 de manière efficace, vous regardez, vous suivez totalement. Il faut 4-5 policiers. Donc on n'a jamais, x5, jamais on aura les moyens. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ce que l'on peut, augmenter la surveillance, augmenter la vigilance, augmenter les moyens du renseignement, augmenter là aussi les moyens de la justice, de la police, tout le monde. Mais on n'arrête pas de faire ça, il faut le faire encore. Il ne faut pas se décourager. Parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est une guerre qu'on mène à l'extérieur et qu'on mène à l'intérieur. Pierre Martinet, sur ce que dit à l'instant Jean-Pierre Sueur. Mais moi, je suis désolé, il manque un paramètre dans tout ce qu'on dit, et depuis des années, c'est qu'à aucun moment on traite l'idéologie dans ce pays, à aucun moment on s'attaque au salafisme qui est grandissant depuis de très nombreuses années, à aucun moment on s'attaque à la pensée des frères musulmans. Le djihad est notre voie, par exemple, ça fait partie de sa doctrine, de sa charte, de ce que voilà. Il suffit de s'attaquer un petit peu aussi à cette. Non mais je suis désolé, mais encore une fois, quand on ne nomme pas l'ennemi, c'est la porte ouverte à tous les amalgames et à toutes les stigmatisations possibles et imaginables. En revanche, nommons-le. On ne va pas dire l'islam. Je parle. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je parle d'islamisme. C'est un dévoiement total. L'islam radical, bien sûr. De l'islam. Donc c'est pas tous les salafistes, c'est pas. Oui. C'est bon. Ce sont des leviers idéologiques. C'est tout ce qui est, ce qui doit être sanctionné. C'est tout ce qui est contraire à la loi. Bélig Nabli, aujourd'hui. On a l'impression le terrorisme islamiste se nourrit d'une idéologie. Enfin, il a un carburant. Bélig Nabli, il ne suffit plus de dire pas d'amalgame. Il ne suffit plus de s'inquiéter de l'amalgame. Oui. D'ailleurs, ce terme, que veut-il dire ? On ne sait pas. Il faut agir aussi dans les sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de certains citoyens, de culture, de religion musulmane exactement, de se saisir davantage ? C'est un débat qu'on a souvent tenu, mais qu'il faut qu'il y ait cet électrochoc, tout simplement, pour eux, pour tout le pays. Je pense que les musulmans qui vivent en France sont pris dans une contradiction qui franco-française, à savoir d'un côté, on a une culture française qui fait qu'on s'interdit de s'auto-organiser en tant que communauté particulière, parce qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale dans une république unitaire comme la nôtre. Peut-être qu'il faudrait des pionniers, alors, sans attendre cette auto-organisation. Non, mais c'est quand même quelque chose qui est rejeté dans notre culture juridique et politique, que de s'organiser comme communauté. Alors, déjà, de fait, il n'y a pas de communauté musulmane. D'ailleurs, votre question le présuppose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation avec des intérêts qui seraient communs et considérés comme tels. Donc, et encore une fois, on est en France. En France, il y a cette culture qui rejette tout communautarisme. Et tant mieux, d'une certaine manière. Et dans le même temps, il y a cet appel qui monte dans la société, qui appelle les musulmans de France à parler d'une seule voix et de faire face par rapport à ces différentes dérives islamistes. Donc, il y a quand même une contradiction. Parce que si vous vous organisez, vous tentez de vous exprimer par des canaux ou un canal, vous commencez à répondre à l'accusation de communautarisme. Mais si vous organisez pas, on vous dit de s'enfermer dans cette contradiction finalement. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà, à la limite, pour le bien du pays tout simplement, pour qu'il n'y ait plus, soi-disant, cet amalgame et qu'on dise attention à l'amalgame, Jean-Pierre Sueur ? Est-ce qu'il ne faut pas dépasser cela maintenant ? C'est très clair. Voyez-vous, certains ont dit qu'il faut fermer des mosquées. Moi, je suis très précis. On est dans un pays où on a la liberté de pratiquer sa religion. Si dans une mosquée, il y a un imam qui fait un appel à la haine et à la violence, c'est contraire à la loi. Et il faut le présenter à la justice. Dans les prisons, les aumôniers
qui sont de la religion musulmane, eh bien, ces aumôniers, ils n'ont pas le droit de faire l'apologie du terrorisme. Ils n'ont pas le droit. Et donc, il faut les sélectionner en fonction. Et s'ils font cela, ça relève du code pénal. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement rigoureux sur les sites Internet. Tout ce qui est apologie du terrorisme, tout ce qui est publicité pour des œuvres de haine et de mort est interdit. Donc il faut supprimer ces sites et il faut sanctionner ceux qui les hébergent. Et il faut aller jusqu'au bout. Toutes ces mesures qui sont dans notre rapport, elles sont claires, nettes et précises et il faut les appliquer. Vous êtes d'accord ? Oui, évidemment, là on est sur le sociétal plus que sur le policier, évidemment. On a un avis, nous, traditionnellement. Nous, on est déjà pour des réponses, comme on le disait en préambule, tactiques, l'amélioration de l'efficacité. On a vu que le délai de 20 minutes pour intervenir pour les services d'intervention spécialisés, c'est déjà le délai d'avant divisé par 3, donc c'est très bien, mais on a vu aussi, lors des exercices grandeur réelle qui ont été faits, que 20 minutes, quand il y a quelqu'un qui est en train de tuer tout le monde, c'est très long. Donc il faut assumer le fait que c'est le premier présent sur place, le primo arrivant. Il y a eu un peu une distinction un peu artificielle qui s'est installée. C'était rassurant, on va faire intervenir les BAC et les psych-sabres. Et puis là, voilà, sauf que la réalité d'une ville, c'est que la tuerie, elle intervient. Vous avez 2 voitures de police prises dans les embouteillages. Il y a des gens qui vont arriver couverts de sang en disant venez vite, il y a quelqu'un qui tue tout le monde. Et puis on va dire excusez-moi madame, moi il y a écrit police, mais je suis le primo arrivant. Je n'ai pas d'arme collective, j'ai un pare-balles pour me mettre à l'abri, mais j'en ai pas pour vous d'ailleurs. Non, enfin on voit bien qu'il faut qu'on continue de faire évoluer nos schémas. C'est cruel, c'est désagréable parce qu'on préférait être une police républicaine et civile, d'essence civile. On le restera, d'essence civile, on y tient beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on veut que notre arme puissante, elle soit sécurisée à bord de la voiture, parce que malheureusement des gens se permettent de voler tout ce qu'il y a dans les voitures de police dès qu'on les laisse 5 minutes sans surveillance. Donc il ne faut pas qu'on se fasse voler des armes, il faut qu'elles soient sécurisées à bord du véhicule. Des mois, on a demandé ça, avec toujours des défis logistiques, des budgets qui doivent se mettre en place. Et il y a un travail énorme qui a été fait. Notre seul souci, c'est le décalage dans le temps qui fait qu'entre janvier et novembre, nos collègues du 11e arrondissement qui ont subi l'affaire Kouachi, de Charlie Hebdo, et la tuerie du Bataclan, nous disent pour mon équipement de tous les jours, rien n'a changé entre janvier et novembre. Donc ça y est, là maintenant, on sent que les vitesses supérieures sont passées. Il y a eu des décisions de prise, mais il faut poursuivre. Il ne faut rien s'interdire, dans le respect du droit, pardon. Et il ne faut rien s'interdire, en tout cas, il faut essayer d'imaginer quelle va être la prochaine attaque. Là, on est de nouveau sur des attaques ciblées. Peut-être que demain, ce sera de nouveau du terrorisme indiscriminé. Ce sera peut-être 2000 morts sur une action encore plus spectaculaire que ce qu'on imagine. On a le devoir de s'y préparer et on a besoin de toute la population pour ça, musulmans, pas musulmans et autres. Il faut que les gens soient vigilants, il faut que les gens fassent le 17 dès qu'ils constatent une anomalie. Il faut le faire maintenant. On ne peut plus laisser la police, la gendarmerie et les militaires, les services secrets. Voilà. Je vais vous laisser toutes ces dimensions, elles sont essentielles. La dimension policière, la dimension lutte contre l'idéologie islamiste. Mais il ne faudrait pas déresponsabiliser les politiques. Je pense qu'il y a la problématique du vide. On est quand même dans un pays, on est dans une civilisation, un monde, l'Occident en particulier, mais aussi les mondes ou le monde arabo-musulman qui est le premier touché par le terrorisme islamiste, faut-il le rappeler. Tous ces peuples sont confrontés à un vide. Il n'y a pas de projet. On n'arrive pas à dessiner un destin commun aux populations. Dans le sud, on fuit, c'est la migration, ce sont les réfugiés, notamment parce qu'on a l'impression, ils ont l'impression de ne pas avoir de destin dans leur propre pays. En France, mais aussi aux États-Unis, parfois, vous avez des personnes fragiles qui ont l'impression de ne pas avoir leur place dans un pays qui ne leur parle plus. Qui incombe à la société civile et d'abord aussi, évidemment, aux politiques qui sont aux manettes. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. La suite de votre émission. On va revenir à présent sur la loi travail. C'est l'heure de notre reportage et on s'intéresse en particulier à l'apprentissage. Regardez. Anthony et Hugo ne connaissent pas encore les fourniers, les fours dans lesquels cuisent les croissants. Ces apprentis boulangers-pâtissiers peuvent embaucher dès 6 h du matin, mais la loi ne permet pas de les faire travailler la nuit. Une interdiction qui semble quelque peu les gêner dans l'apprentissage de leur métier. C'est intéressant de venir plus tôt parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir du tout quand on arrive à l'heure où les apprentis peuvent venir, donc c'est-à-dire 6 h. Ça me dérangerait, non. Non, c'est une habitude, c'est un rythme à prendre et il faut aimer ça pour pouvoir le faire. Un avis que partagent leurs formateurs à la tête de cette boulangerie. Parce que là, le problème, si c'est tiède, ça va ramollir tes fonds de teint. Dominique Andract milite pour une approche plus pragmatique.
Effectivement, ça serait bien d'avoir des horaires plus souples, surtout adaptés à des métiers qui sont en fait qui sont pas comme les autres, c'est pas des horaires de bureau. Donc si on veut voir toute la formation dans nos métiers, il faut effectivement travailler avec les grands. Donner plus de flexibilité sur les horaires de travail et sur la durée, mais également rendre obligatoire la formation des maîtres d'apprentissage. En une quinzaine d'articles, les sénateurs ont réintégré dans la loi un volet qui avait disparu. Nous voulons réaffirmer que l'apprentissage n'est pas ou une formation d'excellence ou un système de rattrapage pour les décrocheurs, mais une vraie formation initiale à part entière qui doit le rester. Et c'est une voie de réussite. Des mesures qui sonnent comme un recul pour l'Union nationale lycéenne. On est plutôt sur une logique de flexibiliser l'apprentissage plutôt que de le sécuriser, faire en sorte qu'un apprenti puisse vraiment pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Là, il y a encore une grande marge de manœuvre à faire là-dessus, plutôt que d'aller faire travailler des apprentis mineurs 40 heures par semaine, 10 heures par jour. Enfin, c'est assez hallucinant quand on pense que c'est des enfants, quoi. Enfin, c'est pas des adultes. Mais le Sénat compte bien encourager un apprentissage au plus près des réalités avec un argument de poids. Les apprentis s'insèrent mieux sur le marché de l'emploi et connaissent donc moins des périodes de chômage. Et voilà pour ce reportage, il est 23h, tout de suite le rappel des faits avec Paul Bouffard. Les choses semblent s'accélérer ce soir au Sénat où se poursuit la discussion sur la loi travail. Les sénateurs qui pourraient aborder dès ce soir ce fameux article 2, source de beaucoup de critiques. On prend la direction de la salle des conférences. Tam Tranui, vous êtes en compagnie de Catherine Deroche, porte-parole du groupe Les Républicains sur la loi travail. Et oui, Catherine Deroche, d'abord la tension est tout à l'heure montée d'un cran dans l'hémicycle. Les communistes se sont insurgés quand ils ont vu la droite assimiler casseurs et manifestants avec le soutien d'une partie de la gauche. Votre réaction ? C'était exagéré comme réaction parce que ça n'a jamais été les propos du rapporteur. Nous distinguons bien ce que les manifestants des casseurs. Ce que nous disons simplement, c'est que nous souhaitons que les manifestations se passent dans le calme et non pas de la façon dont elles se passent actuellement. Même s'il y a eu beaucoup de violence aujourd'hui dans les manifestations, notamment l'hôpital Necker. Que nous dénonçons bien évidemment, qui sont inadmissibles. Des violences contre un hôpital d'enfants ou contre des magasins, c'est totalement inadmissible. Et nous souhaitons en effet que les communistes, et ça a été l'expression du rapporteur, fassent bien eux aussi la distinction. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs au cours de cet épisode un peu tendu tout à l'heure. Mais bon, on sent que la tension elle est surtout très forte à gauche, entre les différentes composantes de la gauche. Est-ce que vous reconnaissez que les manifestations sont très loin de s'essouffler ? Au contraire, on voit le nombre de manifestants grossir aujourd'hui ? Oui, en même temps, quand on compare avec des manifestations antérieures, lorsqu'il y a eu la loi sur les retraites, on se rend compte qu'en termes de nombre, on n'est pas sur des nombres très très importants par rapport à ces grandes manifestations qu'a pu subir le gouvernement Fillon, par exemple. En revanche, ce qui est plus marquant, c'est toute cette ambiance très violente qui entoure ces manifestations, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je retiens quand même que vous reconnaissez que les manifestations contre les retraites étaient très fournies. Est-ce que vous ne craignez pas que le coup de barre à droite donné par le Parti Les Républicains et la droite sénatoriale sur ce texte fasse que la version gouvernementale paraisse donc plus acceptable aux yeux de l'opinion publique ? Non, c'est ce que veut faire croire le gouvernement. Ce qui est clair, c'est pourquoi est-ce que c'est inacceptable pour l'opinion publique ? C'est parce que ça ne correspond pas aux engagements qu'avait pris le président Hollande, si on se réfère à son discours du Bourget. Donc, en effet, les citoyens ne sont pas d'accord avec le président qu'ils ont élu. Nous aurons un discours clair avant et nous ferons ce que nous aurons promis. Là, le problème, c'est que le gouvernement fait quelque chose sur lequel il n'avait pris aucun engagement. Merci beaucoup Catherine Deroche pour avoir répondu à nos questions. Alors que vous l'avez dit, Paul, les débats sur l'article 2 devraient débuter ce soir, au moins avec les prises de parole. Mais je rappelle que les débats pourraient avoir lieu sur au moins 2 jours sur cet article homérique qui concentre 200 amendements. Merci beaucoup, Tam. Toute la journée, le Sénat s'est attardé sur l'article 1 du texte. Julie Hulin a suivi les débats. Alors que de nouveaux affrontements font rage en marge des cortèges, devant le Sénat, une cinquantaine de CRS fait face à quelques manifestants. À l'intérieur, dans un hémicycle clairsemé, les sénateurs poursuivent l'étude de la loi travail. Après plus de 4 heures de discussion, l'article 1 a été adopté cet après-midi par la majorité sénatoriale de droite. 187 voix pour, 155 contre.
Un article qui porte sur la création d'une commission de refondation du Code du travail. Des réflexions qui seraient remises au gouvernement dans un délai de 2 ans. Objectif, renforcer la compétitivité des entreprises et accorder une place centrale à la négociation collective. Inacceptable pour les 8 sénateurs PS frondeurs qui ont déposé un amendement de suppression, réclamant, tout comme les communistes, plus de droits pour les salariés. Des opposants au texte qui font traîner les débats au grand désarroi de certains. L'étude tant attendue de l'article 2 ne devrait débuter que demain. Dans la rue, l'opposition à cette loi travail s'est une fois de plus exprimée. 1 300 000 manifestants partout en France selon les syndicats, 125 000 selon les autorités. En marge des cortèges à Paris, casseurs et forces de l'ordre se sont à nouveau opposés, souvent très violemment. Mounir Soussi. 130 personnes avaient été interdites de défiler. Cela n'a pas empêché les débordements. Affrontements avec les forces de l'ordre, vitrines de magasins saccagées. Bilan, une quarantaine de blessés dont 29 policiers. 42 personnes ont été interpellées dans la capitale. De nombreux manifestants ont fait le déplacement à Paris pour grossir les cortèges. Dans les grandes villes de France, les opposants à la loi travail ont aussi défilé. La pression de la rue aura eu un effet. Vendredi, Myriam El Khomri recevra Philippe Martinez pour un premier rendez-vous entre la ministre du Travail et le secrétaire général de la CGT depuis le début de la contestation. 3 individus toujours en garde à vue ce soir, 3 hommes de l'entourage de Larossi Abala, l'auteur du double assassinat de policiers hier à Magnanville dans les Yvelines. On a également appris que le djihadiste avait fait allégeance à Daesh il y a seulement 3 semaines. On voit les détails avec Julie Hulin. Il n'aura fallu que quelques heures à l'État islamique pour revendiquer l'attaque. L'assassinat hier soir d'un couple de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à Magnanville. Lui, commandant de police tué de 9 coups de couteau, et elle, secrétaire administrative séquestrée puis assassinée également par arme blanche. Seul épargné, leur enfant de 3 ans retrouvé en état de choc dans la maison. Le meurtrier, Larossi Abala, 25 ans, fiché S, condamné en 2013 à 3 ans de prison pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. En 2 jours, à Orlando, à Magnanville, de manière différente, une même idéologie de mort est passée à l'acte, avec les mêmes convictions. Tuer, semer la terreur, contester ce que nous sommes et nous empêcher de vivre librement. À l'intérieur du pavillon des victimes, la police a retrouvé une liste de cibles mentionnant des personnalités et des professions, rappeurs, journalistes ou encore policiers. 3 personnes dans l'entourage du tueur ont été placées en garde à vue. Et maintenant, on passe à la revue de presse. Et à la une de cette revue de presse, Paul, il y a bien sûr l'acte terroriste de Magnanville. Le choc à la une du Télégramme, les policiers frappés au cœur pour la croix, le portrait de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, les 2 victimes de la barbarie islamiste. Selon Le Figaro et à la une du Figaro, le journal qui sur fond noir a placé un drapeau français en berne. Et puis le terrorisme de proximité à la une de Libération. L'attaque des Yvelines et l'attaque d'Orlando aux États-Unis s'inscrivent selon le quotidien dans une lignée du djihad local mené en solo et prôné par Daesh. On découvre la couverture de l'Obs. Le magazine qui fait également sa couverture avec les nouvelles cibles de Daesh. La communauté gay est sous le choc après l'attaque d'Orlando. Les policiers se sont menacés après l'assassinat des Yvelines. L'Obs propose un dossier spécial sur ces cibles. À lire l'analyse de Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, et noter en exclusivité les derniers secrets de Salah Abdeslam, le terroriste présumé du 13 novembre à Paris. Tout autre chose, c'est à la une du 1 cette semaine. Oui, exactement, tout autre chose. Brexit hors note Brexit, l'hebdo revient sur l'avenir du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le référendum britannique approche et il est un signe du danger qui plane sur l'Union selon le journal. L'Europe s'interroge sur son avenir et sur ses frontières. À lire l'éclairage du géographe Michel Fouché. Il revient sur les incarnations de l'Europe et présente des cartes explicatives pour comprendre les institutions européennes. Merci beaucoup, Paul. À demain. Avec plaisir. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis on se retrouve comme d'habitude à partir de 22h, 1h30 de débat, décryptage. Et puis le grand entretien demain avec l'essayiste Hakim El Karoui. C'est également le fondateur du club du 21e siècle. Une voix qui se distingue en ce moment, notamment quand il s'agit d'évoquer le terrorisme ou encore l'islamisme. C'est à suivre demain. En attendant, douce et belle fin de soirée en notre compagnie.